Alors, imaginons un instant un grand disque d'énergie lumineuse qui flotte dans un espace numérique complètement vide. Ouais, un peu comme une arène de jeux vidéo, quoi. Exactement. Et tout autour de ce disque, on a une sphère parfaite. Un bouclier, en fait, qui est formé de centaines de petites créatures virtuelles. Ah ouais, le fameux mur de chair numérique. C'est ça. Et au centre absolu de cette sphère, il y a juste quelques individus qui se gavent de cette énergie. Mais le truc fou, c'est que pendant ce temps-là, les créatures qui forment la couche extérieure meurent littéralement de faim. De manière totalement volontaire, en plus. Ouais, elles s'épuisent, elles se sacrifient les unes après les autres juste pour maintenir ce mur impénétrable. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment une simple ligne de code mathématique, lâchée au milieu d'une simulation, a accidentellement réinventé l'armée de kamikazes de la nature. Et c'est même pas le plus impressionnant, hein. Ce même code a fini par prouver que la générosité pure, c'est pas juste une idée morale pour faire joli. Non, c'est une arme de survie massive. C'est dingue. Alors, on va se lancer dans cette exploration approfondie. On se base sur une étude vraiment révolutionnaire qui est sortie en 2005. Dirigé par Lee Spector, John Klein, Chris Perry et Mark Feinstein, c'est ça? Exactement. Le titre en français, ça donnerait un truc du genre «Émergence de comportements collectifs dans des populations évolutives d'agents volants». Tout un programme. Ouais. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment la complexité vertigineuse de la vie en groupe, enfin, ça va des structures multicellulaires jusqu'à l'altruisme mutuel, comment tout ça peut apparaître spontanément. Sans aucune intervention humaine. Zéro. Juste une simulation informatique qui tourne toute seule dans son coin. C'est ça qui est fascinant en fait. Le saut technologique que cette équipe a osé faire à l'époque, parce que historiquement, pour étudier l'évolution des comportements sociaux, on se contentait de grilles en 2 dimensions. Genre des petits carrés sur un écran. Ouais, voilà. Des modèles super abstraits basés sur la théorie des jeux, genre le fameux dilemme du prisonnier ou des environnements statiques comme le système Tierra. C'était très intellectuel, quoi. Très intellectuel, mais complètement déconnecté de la survie physique réelle. Alors que cette équipe-là, ils ont décidé de construire un espace continu en vrai 3D. Ah ouais, donc avec des vraies lois physiques. Exactement. Leurs créatures, qu'ils appellent des agents, elles sont soumises à la gravité, à l'inertie, au risque de se rentrer dedans à toute vitesse. Du coup, c'est un monde où survivre, c'est autant savoir naviguer dans l'espace que d'avoir une bonne stratégie sociale. Voilà. C'est plus juste des maths sur un tableau noir. Alors, pour bien comprendre comment ces comportements ahurissants ont émergé, il faut vraiment qu'on se représente ce monde visuellement. Comment est-ce que cette simulation, ce laboratoire, fonctionnait concrètement? Alors, l'environnement virtuel, il s'appelle Brève. C'est un moteur de simulation physique. D'accord. Et il utilise un langage spécifique pour générer des objets en 3D avec lesquels on peut interagir en temps réel. Et dans la première phase de leur expérience, qu'ils ont appelée Swarm Evolve 1.0, 1.0, ok. ouais, là on observe un espace en 3 dimensions peuplé de formes géométriques simples. Les agents, en fait, ils ressemblent à des cônes, mais avec une base pentagonale. Donc, des petits cônes qui se baladent. Et il y a plusieurs tribus, non? C'est ça, hein, le système les divise en 3 grandes tribus ou espèces. Et on les reconnaît super facilement parce qu'elles ont des couleurs différentes. Il y a les rouges, les bleus et les violets. Ok, donc on a ces cônes rouges, bleus, violets qui volent partout. Mais comment ils décident d'aller à gauche ou à droite? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas de vrai cerveau au départ, si? Non, non, pas du tout. Leur mouvement de base, il est purement dicté par un algorithme de vol en essaim. C'est un truc classique inventé dans les années 80. Ah, pour simuler les bancs de poissons ou les oiseaux, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de soumettre chaque agent à un ensemble de 7 forces directionnelles. Des forces invisibles. Cette force, et ça ressemble à quoi? Faut pas voir ça comme une liste de règles strictes. Faut plutôt l'imaginer comme une grosse lutte de pouvoir à l'intérieur de la tête de chaque agent. Genre des voix qui leur crient quoi faire? Ouais, voilà. T'as un instinct qui hurle de rester près du groupe pour pas se perdre. Logique. Mais en même temps, un autre instinct hurle tout aussi fort de s'éloigner d'urgence pour éviter une collision mortelle. Ah, la fameuse bulle d'espace personnel. C'est ça. Ensuite, t'as une autre force qui les pousse à s'aligner sur la vitesse de leurs voisins immédiats. Encore une autre qui rajoute un petit mouvement de panique aléatoire. Pour le chaos, j'imagine? Toujours un peu de chaos, oui. Et une autre force qui les oblige à fuir dès qu'ils voient la couleur d'une tribu rivale. D'accord. Et au milieu de toute cette panique directionnelle, il y a la faim, non? J'ai lu qu'une des forces les tire inexorablement vers la nourriture. Comment elle est représentée, cette nourriture? Elle prend la forme de grands disques jaunes lumineux qui flottent comme ça dans l'espace. Et la 7e force, elle pousse les agents vers ces disques. L'attraction de la cantine, quoi.
Exactement. Et l'énergie qu'ils accumulent en mangeant, c'est littéralement la monnaie d'échange de leur survie. Donc tout coûte de l'énergie. Absolument tout. Chaque seconde passée à exister dans ce monde coûte un peu d'énergie. Rentrer de plein fouet dans un mur ou dans un autre agent, ça coûte très cher. Ouch! Ouais, et se faire encercler par une tribu ennemie, ça vide la jauge à une vitesse folle. C'est vraiment impitoyable comme balai. Et le pire, ou le plus cool, c'est que la santé d'un agent se voit à l'œil nu. Ouais, tout est fait. Un agent qui est plein d'énergie, il brille de mille feux, alors qu'un agent qui s'épuise, il s'assombrit de plus en plus, jusqu'à devenir presque noir. C'est très visuel, mais... Mais il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. Si tous les mouvements de ces cônes sont calculés par une seule équation, avec ces 7 fameuses forces, on n'est plus dans de la balistique que dans la biologie, non? C'est une super remarque. Ah ouais, comment la sélection naturelle, la vraie évolution, elle peut se faire là-dedans? Eh ben, le coup de génie du système, il réside dans les multiplicateurs. Les multiplicateurs. Ouais, l'équation de base, elle est la même pour tout le monde, mais chaque agent naît avec un ensemble unique de poids ou de coefficients attribués à chaque force. Ah d'accord. Donc c'est ça leur code génétique. Pile ça, c'est leur ADN. Par exemple, un agent rouge peut naître avec un multiplicateur immense sur la force qui pousse vers la nourriture. Ok, donc lui, il est complètement obsédé par la faim. C'est ça. Mais il a peut-être un multiplicateur super faible sur l'évitement des collisions. Du coup, il va foncer sur le disque jaune comme un vrai missile, quitte à s'écraser sur les autres. Le glouton suicidaire, en gros. Voilà. Et un autre sera génétiquement terrifié par les autres couleurs et passera sa vie à fuir. Et c'est sur ces curseurs invisibles que l'évolution va faire son tri. Mais du coup, quand la jauge d'énergie d'un agent se vide complètement, disons à cause d'une très mauvaise stratégie, il se passe quoi? J'ai cru comprendre qu'il y avait un flash lumineux. Oui. Dans la version 1.0, la mort n'est pas définitive. C'est plus une réinitialisation locale. Genre un respawn de jeu vidéo. Exactement. L'énergie tombe à zéro, l'agent meurt dans un petit flash, et boum, il renaît instantanément au même endroit. Ok. Mais l'astuce monumentale, c'est que ce nouveau-né ne garde pas le code génétique du perdant qui vient de s'éteindre. Ah. Ce serait trop facile. Ce serait surtout inutile pour l'évolution. Non, le système scanne le monde, repère l'agent de la même couleur qui a le mieux réussi, et il copie son code génétique, En le clonant purement et simplement. en y ajoutant une toute petite mutation aléatoire, histoire de garder de la diversité, et il l'injecte dans le nouveau-né. C'est ouf. Et le meilleur, il est calculé de manière super pragmatique, non? J'ai noté que c'est l'âge multiplié par l'énergie. C'est exactement ça. Si tu vis vieux et que tu restes plein d'énergie, c'est que tes curseurs génétiques sont les bons. Logique implacable. D'ailleurs, le gagnant paye une petite taxe d'énergie pour avoir ce privilège de transmettre son code. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment passionnant. Tu penses au bouclier d'Aken? Ouais. Parce que cette règle hyper simple, mourir, renaître sur place et copier le vainqueur, c'est ça qui a engendré ce fameux bouclier de kamikaze dont on parlait dans l'intro. L'algorithme a trouvé une faille monumentale. Et c'est magnifique. Parce que si on prend un peu de hauteur, c'est ni plus ni moins que l'émergence mathématique de la multicellularité. Rien que ça, Oui. Les chercheurs ont remarqué qu'autour de chaque disque jaune, des nuages parfaitement statiques se formaient. Visuellement, on ne voit même plus le disque de nourriture, il est complètement englouti. englouti par une seule couleur. Sauf que, et c'est là qu'est le piège, ceux qui mangent vraiment, c'est juste 2 ou 3 individus très chanceux qui sont au centre absolu. Ouais, les rois de la colline. Tous les autres, qui arrivent après, ils se heurtent à leurs propres congénères. Leur curseur leur crie d'éviter les collisions internes, du coup ils font du surplace. Juste au bord du disque sans jamais pouvoir le toucher. Et leur énergie se vide, seconde après seconde. Mais mourir de faim délibérément pour faire le gay, c'est une abomination évolutive incroyable. Pourquoi l'algorithme validait cette barrière suicidaire au lieu de dire « allez chercher ailleurs Parce que du point de vue des gènes purs, c'est pas du suicide. C'est un triomphe absolu. » Comment ça? Mets-toi à la place de l'agent périphérique qui meurt de faim. Il s'éteint, la règle s'active, il doit renaître avec les gènes du meilleur agent de sa couleur. Ok. Le meilleur agent à ce moment précis, c'est qui? C'est le gros pépère au centre qui mange tout. Exactement. Le mort ressuscite donc sous la forme d'un quasi-clone de l'individu du centre. Ah ouais? C'est brillant? Ce bouclier périphérique ne fait pas que bloquer les autres couleurs physiquement, c'est une zone de gestation perpétuelle pour l'ADN de l'agent central. C'est fou. Des simples triangles qui essayent juste de pas se cogner se transforment en un super organisme géant? C'est ça. Ceux du centre, c'est l'estomac et les organes reproducteurs. Et ceux de l'extérieur, c'est la peau, le derme, qui encaisse les coups. Et l'algorithme a littéralement réinventé le concept du corps physique. Oui,
à partir de rien. Mais une fois qu'ils ont prouvé ça, l'équipe a voulu pousser le bouchon encore plus loin. Ils se sont dit que pour avoir de vrais comportements sociaux, il fallait enlever les petits trous, donner un cerveau à ces créatures. Adieu l'équation balistique. Voilà, on passe à Swarm Evolve 2.0, et là, l'équation des 7 forces vole à la poubelle. À la place, chaque agent reçoit un espace de stockage vierge et un langage de programmation complet. Le fameux langage push. Créé par l'un des chercheurs, ouais. Et la particularité de Push, qui est presque terrifiante pour une simulation, c'est qu'il est fait pour modifier son propre code en temps réel. C'est chaud à imaginer. Enfin, c'est comme si, en préparant un gâteau, la recette te disait soudainement d'effacer le paragraphe suivant et d'écrire « jeter la farine par la fenêtre et ajouter de la sauce piquante ». C'est une super métaphore. L'agent génère de nouvelles instructions de survie à la volée. Le passage de la 1.0 à la 2.0, c'est comme passer d'un train automatique à une bagnole tout-terrain, et on file les clés aux agents. Alors qu'ils n'ont jamais vu un volant, oui. Ils savent pas ce qu'est un mur, ils savent pas ce qu'est l'essence, et le pire, ils doivent découvrir eux-mêmes comment fabriquer d'autres voitures. Ouais, parce que la naissance automatique, c'est fini. Fini la magie. Maintenant, ils doivent consciemment écrire et assembler une ligne de code spécifique, la commande spawn, sinon c'est l'extinction. Et en plus, les conditions physiques du monde deviennent cauchemardesques. La nourriture, c'est plus un disque inépuisable. Ah bon? C'est quoi alors? Ça devient une sphère en 3D qui rétrécit physiquement à chaque fois qu'un agent prend une bouchée. Ah, donc ça force le mouvement perpétuel, faut toujours chercher. C'est ça. Et quand ils mangent, ils grossissent. Leur base s'élargit. Donc ils deviennent pâteaux et plus faciles à percuter. Exact. Le risque de collision mortelle avec les murs ou les autres explose. Et la conséquence de ça, c'est d'une brutalité totale. Quand ils meurent, il n'y a plus de petits flashs lumineux sympas. Ah non? Non, leurs cadavres virtuels tombent sur le sol. Et ils s'empilent. Oh waouh, ça fait des vrais cimetières géométriques. Ouais, de gros tas noirs en dessous des zones de conflit pour la nourriture. Le lancement de cette version 2.0, ça a dû être un vrai carnage. Ah bah au début, oui. Comme les cerveaux sont générés au hasard, la majorité des agents laissent avec un code absurde. Genre, ils roulent sur le toit. Ils foncent dans le sol, ils mangent pas, ils crèvent en masse. Mais, magie de l'évolution, après des centaines de cycles, une poignée finit par taper au hasard le bon code. L'idée de chercher l'énergie et d'activer Spawn. Exactement. Et là, la population se stabilise. Ils ont appris à survivre. Mais il y a un autre détail massif qui change. Le concept même d'espèce disparaît, non? Ouais, fini le codage en dur rouge ou bleu. Maintenant, chaque agent a le contrôle sur la couleur qu'il émet. Donc la notion d'ami ou d'ennemi devient totalement fluide. C'est ça. L'agent a un capteur, il regarde le voisin le plus proche. S'il a une teinte sur la roue chromatique qui diffère de moins de 0,1 de la sienne, il le classe ami. Sinon, c'est un autre. C'est un peu comme, je sais pas, identifier les supporters de ton équipe de foot dans la rue, quoi. Très bonne analogie. T'as pas besoin de connaître leur nom, tu vois le maillot, tu sais que c'est un copain. Qu'on partage le même code. Et c'est là que l'expérience touche à son but ultime. Le mystère de l'altruisme. La grande question. Ils ont introduit 2 instructions dangereuses dans le langage pushy. Feed friend et feed over. Nourrir un ami, nourrir un autre. Et le principe est rude. Si tu actives ce code, tu arraches une fraction de ta propre énergie, 0,01 exactement, et tu la donnes au mec le plus proche. Mais, dans un monde aussi brutal où chaque pixel d'énergie compte pour pouvoir se reproduire, c'est complètement dingue d'activer ça. Ça ressemble à un suicide évolutif, oui. Tu te rends vulnérable pour aider un rival potentiel. Pourquoi l'évolution choisirait ça plutôt que l'égoïsme absolu? C'est l'énigme de l'écologie comportementale. Et la réponse tient en un mot, l'assurance. L'assurance. Ouais. Les chercheurs se sont basés sur des travaux de Riolo, Cohen et Axelrod. En gros, si le monde était parfait et immobile, l'égoïsme serait roi. Chacun sur sa sphère et salut. Ouais, pas besoin des autres. Mais le monde réel ou virtuel ici est chaotique. Si ta sphère de nourriture se téléporte ou s'il y a trop de monde, tu peux crever de faim par simple malchance, même avec les meilleurs gènes du monde. Ah, donc le don d'énergie, c'est une assurance contre la poisse. C'est ça, l'altruisme sert de filet de sécurité collectif. Je saigne un peu aujourd'hui pour sauver un gars de ma tribu en espérant que statistiquement, demain s'il m'arrive une galère, quelqu'un fera pareil pour moi. Exactement. Et pour prouver ça, l'équipe a fait un truc de malade. Ils ont lancé la création de 1625 univers différents. 1625 instances de Swarm Evolve. Ouais, pour avoir des datas indiscutables. Ils ont gardé que les mondes qui survivaient sur des milliers de cycles. Et ils testaient quoi exactement dans tous ces univers? 4 conditions de partage. La première, c'était waste, le gaspillage.
L'énergie donnée est juste perdue. Le donneur perd, le receveur n'a rien. Le point de contrôle, pour voir le coupure, ok? La deuxième, nope, il se passe rien du tout. La ligne de code est ignorée. D'accord. La troisième, c'est charity, la charité pure et dure. L'énergie va au receveur sans aucune condition, même si c'est un parasite égoïste. Oh, le risque énorme. Et la quatrième, Mutuel. le partage mutuel. Le don ne marche que si le receveur peut prouver que lui aussi, dans le passé, a déjà partagé de l'énergie. Le donnant-donnant, quoi. Voilà, et en plus de ça, ils ont fait varier un curseur de stabilité de 20 à 2000. 20 étant le chaos total. 20, c'est l'enfer, les sphères de nourriture se téléportent sans arrêt. 2000, c'est la prairie paisible. Alors, quand on regarde les données brutes sur les mondes niveau 20, l'enfer absolu, il s'est passé quoi? Sans surprise, le mode waste a fait un flop total. Détruire des ressources dans un monde hostile, ça pardonne pas. Logique. Et la charité? Échec cuisant. Vraiment. Ouais. La charité aveugle crée immédiatement des parasites. Des agents mutent pour absorber l'énergie des autres sans jamais rien donner. La société s'effondre très vite. Les profiteurs raflent tout. Donc, c'est le partage mutuel qui gagne. Haut la main. Exiger une preuve de participation isole les parasites. S'ils donnent pas, on les nourrit pas. Ils crèvent. L'hypothèse de l'assurance est donc 100% confirmée. Dans le chaos, coopérer ou crever. C'est ça. Il y a un truc dans l'étude qui m'a mis une claque. Que se passe-t-il dans les mondes pacifiques, niveau 2000? Là où il y a l'abondance, où personne n'a vraiment besoin de l'assurance des autres pour s'en sortir. On s'attend à ce que l'égoïsme reprenne le dessus, non? C'est la découverte la plus vertigineuse du papier. Même dans ces mondes paradisiaques, le transfert mutuel a continué de surperformer massivement tout le reste. Incroyable. Le partage conditionnel a fusionné avec l'ADN des survivants. C'est devenu une stratégie permanente. D'ailleurs, le moteur BREV dessinait un trait noir entre les agents à chaque fois qu'il y avait un don d'énergie. Une visualisation graphique. Ouais. Et dans ces mondes stables, on voyait l'espace se remplir de ces immenses toiles d'araignées noires, des réseaux entiers de confiance algorithmique, tissés en temps réel. Visuellement, ça devait être magnifique. Absolument fou. Ferme. Si on prend un peu de recul, on est parti de pauvres triangles colorés qui évitaient les collisions. Ils ont inventé le corps humain, avec la chair à canon en périphérie. C'est ça la multicellullarité. Et ensuite, on leur donne un langage de programmation, on fout le chaos, et ils prouvent par A plus B que la compassion aveugle est suicidaire, mais que l'entraide conditionnelle, le réseau mutuel, c'est l'arme de survie ultime. Une arme qui reste active même quand tout va bien. Ça me laisse sur une réflexion assez profonde pour ceux qui nous écoutent. Si des bouts de code de quelques kilooctets arrivent à inventer le concept du « nous » et du réseau de confiance, juste pour maintenir un chiffre à 1.0, Ouais. dans quelle mesure notre propre empathie, notre instinct de justice humaine, est-ce que c'est pas juste les algorithmes de survie les plus perfectionnés que la nature a codés dans notre ADN? C'est une excellente question. Peut-être qu'être humain, c'est juste exécuter le code parfait. S'entraider, c'est peut-être l'ultime chef-d'œuvre de notre code source. En tout cas, ça fait réfléchir. Ah, ça c'est sûr. Merci pour toutes ces explications, c'était passionnant. On laisse notre auditoire méditer là-dessus